Donc maintenant, on va faire le dernier dossier de pédiatrie qui va s'occuper de toute la pathologie de la hanche avec luxation congénitale de hanche, ostéochondrite, épiphysiolyse, toute la pathologie de l'enfant. On étalera avec la luxation congénitale de hanche du petit enfant à l'ostéochondrite, l'enfant de 4, 5, 6 ans, jusqu'à l'épiphysiolyse qui survient plutôt chez le préadolescent. Donc en premier, vous voyez en consultation la petite Marie, 4 mois, avec sa maman qui est inquiète car elle a présenté dans son enfance une luxation congénitale de hanche et a peur pour sa fille. Elle a plein de questions à vous poser et voudrait que vous examiniez sa fille. Quels sont les facteurs prédisposant à une luxation congénitale de hanche? C'est bien prouvé qu'il y a un lien mère-fille, puisque ça survient surtout chez la fille, de luxation congénitale de hanche. Et on va voir quels sont ces facteurs. Donc il y a plusieurs facteurs prédisposant à la luxation congénitale de hanche. Les principaux sont les antécédents familiaux et la présentation par le siège, pour des raisons de positionnement anatomique dans la vie intrafétale pour l'imposition par le siège, pour l'accouchement par le siège. Il y en a d'autres qui prédisposent ou qui sont associés à la luxation congénitale de hanche, c'est-à-dire que quand on aura un de ces facteurs, il faudra penser à rechercher la luxation congénitale de hanche. Normalement, la recherche de la luxation congénitale de hanche, elle est systématique lors de l'examen du nouveau-né et dans le suivi lors de la première année. C'est très important de les dépister avant l'âge de la marche pour un traitement optimal. Donc, les autres facteurs qui prédisposent ou qui sont associés à la luxation congénitale de hanche, c'est la présence d'un génurécurvatum, d'un torticolis musculaire congénital, d'une hypertonie des adducteurs ou une limitation et une asymétrie de l'abduction. C'est-à-dire qu'on verra bien dans l'examen clinique que l'abduction de hanche n'est pas symétrique chez les enfants avec une rétraction des adducteurs. Vous pensez à une luxation congénitale de hanche. Vous examinez systématiquement l'enfant. Quelles sont les manœuvres qui permettent de rechercher la luxation congénitale de hanche? Et comment est-ce qu'on les réalise? Donc, ce qui est important de savoir dans la luxation congénitale de hanche, c'est qu'il y a la hanche luxable réductible, la hanche luxée réductible et la hanche luxée non réductible. Ces trois grandes cases. L'enfant sera forcément dans une de ces trois cases. Et donc, pour savoir un petit peu dans quelle case on est, il faut réaliser les manœuvres de testing. C'est les manœuvres de Barlow et d'Ortolani. Donc elles sont décrites dans les livres, là on va les expliquer, et il y a les schémas qui sont joints qui vous expliquent un petit peu comment on les réalise. Donc, la hanche est réduite et luxable, c'est-à-dire que spontanément la tête fémorale est dans l'acétabulum. Et quand on va l'examiner, on va démasquer l'instabilité, mais on arrivera à remettre la hanche en place. Donc l'examinateur, on fait une pulsion axiale vers le haut, dans l'axe, en empaumant le fémur, et à ce moment-là, on sentira un petit ressaut. Donc, il y a les petits chiffres. Donc en 1, on fait une pulsion axiale, et en 2, on essaye de sortir la tête fémorale. Et en 3, on fait un petit mouvement d'adduction. Si la hanche est stable, la tête va rester à l'intérieur de la cavité. C'est-à-dire qu'on ne ressentira rien. La hanche va être en place et il n'y aura pas de problème. En revanche, si la hanche est instable, on perçoit la sortie de la tête avec la sensation d'un ressaut. Et si la hanche est instable, réductible, on constate qu'on reperçoit un ressaut lorsque la hanche va réintégrer l'acétabulum. Et souvent, on perçoit 2 petits ressauts qui permettent de dire que la hanche est stable, luxable, réductible, et à ce moment-là, on peut la rentrer dans les différentes cases. Si la hanche était non luxée au début, mais instable, on percevra 2 ressauts, le ressaut pour la sortir et le ressaut pour la rentrer. Si la hanche elle est luxée, mais réductible, il n'y aura pas de ressaut au début, puisqu'elle est spontanément luxée. En revanche, on pourra la réduire. Si la hanche est luxée non réductible, on n'aura pas de ressaut.
Donc la hanche est spontanément luxée, mais réductible. C'est-à-dire que spontanément, la tête fémorale est luxée en permanence et c'est l'examinateur qui, par la manœuvre, va faire réintégrer la tête dans l'acétabulum. Donc ça, c'est le deuxième schéma. Donc on doit exercer non pas une pulsion, mais une traction axiale et une abduction afin de faire réintégrer la tête fémorale dans l'acétabulum. Au cours de cette manœuvre, on perçoit un ressaut si la tête se réduit. Et si la hanche est instable, elle va se reluxer spontanément. C'est une hanche luxée, réductible. Donc on a vu au début, la hanche non luxée, réductible, puisqu'elle est non luxée, elle est forcément réductible. Donc on arrive par ces manœuvres de pulsion, adduction, à luxer la hanche et à la réduire. On perçoit deux ressauts, elle sort, elle rentre. Dans le cas où la hanche est luxée, réductible, par un mouvement de traction-abduction, on arrivera à réduire la hanche. Et dans ces cas-là, la hanche est luxée, réductible. Et dans les cas où la hanche est luxée, non réductible, eh bien on ne perçoit pas de ressaut. 6 juin, une radiographie de bassin. Vous avez une radiographie du bassin de face. Il faut avoir dans la tête ce que c'est qu'une radiographie du bassin normal chez un enfant. Et pour ça, il y a des constructions à faire parce qu'on ne voit pas les noyaux épiphysaires. Donc ce n'est pas comme chez l'adulte où on voit tout. Là, il faut deviner les choses, puisque les noyaux épiphysaires ne sont pas encore calcifiés. Souvent, ça se calcifie à la fin de la première année. Donc, tant qu'on ne les voit pas, eh bien, il faut savoir où ils devraient être pour pouvoir savoir si la hanche est luxée ou pas. Donc, il s'agit d'une radio de face interprétable, car on a des hanches en abduction symétrique et en rotation symétrique. Il faut bien sûr que les deux hanches soient de façon symétrique. Si vos hanches ne sont pas de rotation symétrique, c'est ininterprétable. Comment on sait pour voir si c'est symétrique ou pas? On regarde la position du petit trochanter. Si le petit trochanter est pareil de chaque côté, les hanches sont symétriques et la radio est interprétable. Comme on l'a dit, il faut faire des constructions pour s'aider, pour visualiser les noyaux épiphysaires, car ils sont non visibles sur la radio. Donc, quelles sont les lignes que l'on regarde? En premier, il y a le cintre cervico-obturateur. Donc le cintre cervico-obturateur, c'est, là on le voit bien du côté droit, où on a une continuité si on trace un arc de cercle entre le cadre obturateur et l'extrémité supérieure du fémur, comme c'est tracé à gauche en pointillé, où on a une rupture de ce cercle. C'est-à-dire que le fémur gauche est ascensionné. Ça, c'est le premier signe de luxation congénitale de hanche, la rupture du cintre cervico-obturateur. Ensuite, on trace une ligne, ça s'appelle la construction d'ombre d'âne. On trace une première ligne qui est une horizontale qui passe par les cartilages en Y, c'est-à-dire juste au niveau de l'espace qu'on a entre les cadres obturateurs et le cotyle, qui sont les cartilages en Y. On trace l'horizontale qui passe par ces deux cartilages. Et ensuite, on trace la perpendiculaire à cette ligne des deux côtés qui passe par le bord externe du cotyle. Ça s'appelle la construction d'ombre d'âne. Et on a pour chaque hanche un cadran avec 4 carrés. Supérieur, externe, supérieur, interne, inférieur, interne, inférieur, externe. Normalement, le noyau épiphysaire, il est dans le cadran inféro-interne, comme à droite, comme vous le voyez avec le point jaune. On voit bien qu'à gauche, ce ne serait pas du tout dans ce cas-là. Et le noyau épiphysaire serait dans le cadran supéro-externe. C'est-à-dire que la hanche gauche est luxée. Cette construction, elle est systématique à faire quand vous ne voyez pas les noyaux épiphysaires, et encore plus quand vous les voyez. Comme ça, vous avez fait votre construction et vous voyez dans quel cadran est situé votre noyau épiphysaire. Souvent associé à la luxation de hanche, puisqu'en face de la hanche, on a l'acétabulum, on aura souvent des signes de dysplasie du cotyle. Donc il faut systématiquement les rechercher, puisqu'ils vont en couple. Si la hanche est malade, si l'extrémité supérieure du fémur est malade, le cotyle sera malade. Donc on recherche des signes de dysplasie du cotyle
en traçant la ligne d'obliquité du cotyle, qui réalise un angle avec l'horizontale. Et on voit que du côté malade par rapport au côté sain, l'obliquité du cotyle est augmentée et il est verticalisé. Donc, chez cet enfant, on a tous les signes de luxation congénitale de hanche à la radio. Donc, on se trouve donc devant une luxation congénitale de hanche gauche chez une enfant non marchante. Très important de préciser si l'enfant est marchand ou non pour le traitement. Plus on prend en charge tôt les luxations congénitales de hanche, meilleurs seront les résultats, où il ne peut n'y avoir aucune séquelle. Si c'est bien traité dans l'enfance, il n'y aura aucune séquelle. En revanche, si le traitement n'est pas bon, le principal risque, c'est l'arthrose juvénile. Donc ça, c'était pour la luxation congénitale de hanche. Donc maintenant, on voit une enfant qui a 11 ans, c'est-à-dire préadolescente, 1,55 m pour 65 kg, qui consulte pour des douleurs de hanche gauche depuis quelques semaines avec une boiterie d'esquive et de plus en plus de difficultés à courir. La hanche est mobile, légèrement douloureuse à la mobilisation et non inflammatoire. Vous avez demandé une radio 6 jointes que vous avez et vous allez l'interpréter. Alors, c'est une radiographie bien sûr du bassin de face et de la hanche gauche de profil. On voit bien le profil puisqu'on voit le petit trochanter qui marque l'arrière. Ce qui est important de voir dans ces dossiers, c'est déjà en fonction de l'âge et en fonction de la pathologie, on est orienté. Si on voit un enfant jusqu'à 18 mois, on s'orientera vers une luxation congénitale de hanche. Si on voit un enfant qui est entre 3, 4, 5, 6 ans, on s'orientera vers une ostéochondrite. Et si on voit un préadolescent, dont on verra en plus il y a des critères, en faveur de cette maladie, on s'engagera plutôt vers une épiphysiolyse. Donc ici, on a une radiographie du bassin de face et de la hanche gauche de profil. Donc qu'est-ce qu'on voit sur la radiographie? Donc on voit que la jeune fille se plaignait de la hanche gauche. Qu'est-ce qu'on remarque entre les deux? On a une bascule en dedans et en bas de l'épiphyse fémorale supérieure. Et il faut faire une autre construction pour vérifier ça. Ça s'appelle la ligne de Klein. La ligne de Klein, c'est la ligne qui est la tangente au bord supérieur du col et qui doit couper la tête fémorale, l'épiphyse fémorale, comme à droite. On le voit sur la radiographie. Si on trace cette ligne, la ligne de Klein va couper l'épiphyse fémorale supérieure. Alors qu'à gauche, elle va ou moins la couper ou carrément ne pas la couper. Donc la ligne de Klein, c'est la tangente au bord supérieur du corps fémoral qui doit normalement couper l'épiphyse. Et de plus, sur le profil, on voit bien que la tête est basculée. Je suis d'accord qu'il faudrait un profil comparatif, mais là on voit bien que l'épiphyse est basculée avec ce qu'on appelle une bascule en béret. Ça fait la tête d'un béret où on a l'impression que l'épiphyse et la tête est normale, et comme ça bascule sur le côté, ça s'appelle une bascule en béret. Il s'agit donc d'une épiphysiolyse fémorale supérieure, subaiguë, et le terrain est bien compatible puisque on a une jeune fille préadolescente et un peu en surpoids. Il faut penser, l'épiphysiolyse fémorale supérieure, ça survient surtout chez les préadolescents en surpoids. Donc là, on a notre diagnostic qui est fait sur une radiographie simple. Donc là maintenant, quel est le traitement? C'est une urgence. Pourquoi? Une épiphysiolyse fémorale, ça correspond en fait à une fracture. Il n'y a pas beaucoup de déplacement, c'est un traumatisme qui est subaigu, mais en fait, c'est rien de plus ni moins qu'un décollement épiphysaire du cartilage de croissance et de l'épiphyse de l'extrémité supérieure du fémur. Donc c'est une fracture, donc c'est une urgence, donc il faut la réduire. D'autant plus qu'elle peut se majorer et avoir des séquelles qui vont entraîner de l'arthrose secondaire. Donc on hospitalise l'enfant, on le met en décharge immédiate. C'est ça le plus important, pour éviter qu'il appuie pour majorer son déplacement. On peut mettre une traction antalgique. Pourquoi? Et en plus, la traction, ça aura l'avantage de maintenir l'enfant au lit. Il ne va pas se lever. S'il a une traction, il ne pourra pas se lever. Alors, c'est difficile de canaliser un enfant et de lui dire « tu restes au lit, tu ne bouges pas ». Mettre une traction, même avec juste 2-3 kg, déjà, ce sera efficace à titre antalgique. Et d'autre part, on aura
un effet pour maintenir l'enfant au lit. L'intervention chirurgicale, ça consiste en quoi? Ça consiste en un vissage épiphysaire en place sans chercher à réduire. Pourquoi? Si on cherche à réduire, on peut majorer le déplacement et l'aggraver. Donc souvent, sur les épiphysiolyses peu déplacées, on essaye de visser en place. Si on a un très grand déplacement, on essaye un petit peu de réduire, mais c'est souvent difficile par manœuvre externe et faire une arthrotomie, c'est quand même assez morbide. Mais on peut y être obligé de réduire à ciel ouvert en faisant une arthrotomie. Il faut toujours chercher une atteinte de l'autre côté. S'il y a une atteinte d'un côté, il peut tout à fait y avoir une atteinte de l'autre côté. Et un vissage préventif contralatéral se discute selon les équipes, qui est beaucoup plus facile. On met une vis sur une hanche qui n'est pas déplacée, mais ça évitera le déplacement. Toujours à discuter. C'était une fracture, donc pas d'appui. Donc il faut bien faire attention, il faut donner le temps de la consolidation. On a vissé l'épiphyse en place. Donc en post-opératoire, pas d'appui pendant 3 mois, marche avec 2 cannes et un traitement antalgique adapté. Attention, on est chez les enfants, mais si on est en période prépubère ou pubère, il faut penser à l'anticoagulation. C'est la première fois qu'on en parle ici, il n'y a pas d'anticoagulant chez les enfants tant qu'il n'y a pas de signe de puberté. Mais ici, s'il y a des signes de puberté, comme l'enfant n'appuiera pas avec son membre inférieur, il faut penser à l'anticoagulation préventive. La principale complication, c'est l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale qui est à dépister par des contrôles radiologiques réguliers dans les 2 premières années, ou la séquelle en coxa retorsa, c'est-à-dire avec une hanche qui sera mal formée à l'âge adulte et qui donnera de l'arthrose précoce. L'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, c'est une nécrose ischémique qui survient dans les 2 ans après le traumatisme. Si au bout de 2 ans, il n'y a rien, mais il n'y aura pas d'ostéonécrose aseptique. Et il faut prévenir la famille qu'une telle éventualité peut arriver, car si on a une ostéonécrose aseptique qui est symptomatique, le seul traitement possible, c'est la prothèse totale de hanche, qu'on essaye bien sûr d'éviter chez les enfants. Donc ça, c'était sur l'épiphysiolyse. Le message de l'épiphysiolyse, c'est adolescent, prépubère, un peu en surpoids, évolution subaiguë. Pensez à bien voir la radiographie parce que le diagnostic se fait sur la radiographie et le vissage. Et dès que vous avez fait le diagnostic, plus d'appui. Vissage, discutez le vissage contralatéral. Maintenant, on va voir la 3e pathologie de hanche chez l'enfant. Vous voyez le petit Jules qui a 7 ans et qui consulte pour des douleurs de la hanche droite depuis environ 5 mois. Il pèse 30 kg, mesure 1,15 m et n'a pas d'antécédent particulier. L'enfant est apyrétique, pas de signe inflammatoire et les mobilités de la hanche droite sont diminuées avec une hanche un petit peu raide. Il n'y a pas de traumatisme, vous ne pensez pas à une fracture et la maman vous amène 2 radios. Une radio qui a été faite il y a 4-5 mois et une radio faite récemment. Donc on va voir comment on va interpréter les 2 radios. Donc la première radio, on voit déjà qu'il y a des anomalies. Qu'est-ce qu'on voit comme anomalie? Il y a une image en coup d'ongle, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'ulcération au niveau de l'épiphyse, ce qu'on appelle un coup d'ongle sous-chondral, avec une petite densification épiphysaire, c'est-à-dire que l'épiphyse est plus blanche et plus dense que la métaphyse, avec donc cette image en coup d'ongle. On peut également noter un petit élargissement de l'interligne articulaire qu'on voit sur la radio d'après, puisque sur cette radio-là, ce n'est pas comparatif, on parle que d'une hanche. Et sur les clichés successifs, quand on regarde les 2 radios, on peut noter qu'il y a un arrêt de croissance du noyau épiphysaire avec le noyau de croissance de la hanche droite qui est plus petit que celui de la hanche gauche. Sur la radio plus récente, la 2e, on est à un autre stade de l'évolution de la pathologie, où on a un noyau qui est beaucoup plus condensé, où on n'a plus ces images en coup d'ongle et un noyau qui est un petit peu aplati. Donc qu'est-ce qu'on a comme pathologie qui évolue de façon chronique sur 6 mois avec des douleurs de hanche et qui donne ces images radiologiques avec plusieurs stades? Eh bien ça s'appelle l'ostéochondrite primitive de hanche. Donc c'est une ostéochondrite primitive de hanche droite qui évolue depuis au moins 5 mois et qui actuellement est au stade de condensation. Le terrain, un garçon de 7 ans, le mode insidieux
et progressive d'apparition des symptômes est en faveur du diagnostic. On verra dans une autre question les différents stades de l'ostéochondrite primitive de hanche. Donc ça, c'est des radios typiques d'ostéochondrite. Quels autres examens peut-on demander pour confirmer le diagnostic? Surtout au stade précoce de la maladie, ce qui n'a pas été fait lors de la première consultation, alors qu'il y avait des images radiologiques qui étaient franches. Qu'en attendez-vous? Quels sont les différents stades d'évolution de la maladie? Les autres examens d'imagerie sont disponibles, c'est la scintigraphie et l'IRM. La scintigraphie au technétium, elle va montrer précocement des anomalies avant la radio, avec une hypofixation lacunaire au sein du noyau épiphysaire. Donc on aura un trou de fixation. Ça, c'est le premier argument pour une ostéochondrite primitive de hanche. L'IRM permet un diagnostic encore plus précoce avec un hypersignal T1 et un hyposignal T2 au niveau de l'épiphyse fémorale supérieure. Mais bien sûr, pour demander ces examens, il faut avoir des arguments. Les différents stades d'évolution de la maladie, c'est sur environ 2 ans. Il y a le stade initial, où la radio est normale. Ensuite, on a le stade de condensation avec les images en ulcération en coup d'ongle. Ensuite, on a la fragmentation avec la grosse tête et la coxa magna. Et ensuite, on a la reconstruction avec une réossification périphérique du noyau et souvent une déformation séquellaire en coxa plana. Donc, on voit les différents stades d'évolution. Là, il y a une iconographie qui est fournie avec les 3 stades de condensation, fragmentation, reconstruction. Il faut bien penser à l'ostéochondrite. Surtout, là on n'a pas fait de dossier sur cette maladie puisque c'est assez fréquent, mais quand on a un rhume de hanche, souvent on dit que le rhume de hanche, c'est le premier stade de l'ostéochondrite. Donc tout enfant qui a un rhume de hanche, normalement, surtout s'il persiste une petite boiterie et des symptômes, doit être revu au bout de 3-4 mois avec une radiographie du bassin pour dépister une éventuelle ostéochondrite primitive de hanche. L'ostéochondrite primitive de hanche, souvent ça évolue bien, souvent par un traitement médical avec juste une décharge et une mise en abduction de hanche. Les solutions chirurgicales, ça survient surtout chez l'enfant plus grand quand il faut recentrer la hanche. Donc dans ce dossier, on a vu les 3 grandes pathologies de hanche chez l'enfant avec la luxation congénitale de hanche, l'ostéochondrite et l'épiphysiolyse. Il faut bien avoir les idées claires là-dessus en fonction de l'âge de l'enfant. Et là, vous avez vraiment des radiographies standards, typiques des différentes pathologies. Donc voilà pour la fin de la conférence de pédiatrie. Si vous avez des questions, c'est bien sûr disponible par Internet et j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup.